Nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui est tout simplement l'un des endroits les plus spectaculaires de la planète. Dans cette vidéo, tournée en période de cessez-le-feu entre l'État congolais et le Rwanda, nous avons souhaité explorer l'identité de la ville de Goma, mais également sensibiliser sur la situation des premières victimes du conflit, les populations civiles. Je suis Boutiti KMB4, Isaac, Mwami de la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu. Goma, initialement, c'était une très petite agglomération qui a été découverte par l'explorateur Von Gotzen vers les années 1894 et sur lesquelles il avait mis un emplacement pour les colons à l'époque. Mais voilà, il y aura plusieurs étapes qui vont pousser à l'érection de cette ville, mais avant ça c'était un centre extra-coutumier. Après ça sera une cité et puis voilà, en 1988 elle sera érigée en ville par décret du Premier ministre. En fait, les Bakoum sont les premiers habitants de la ville de Goma, c'est-à-dire que c'est nous qui avions accueilli tous les autres peuples, mais les Bakoum cohabitent, bien qu'ils soient les premiers occupants de la ville, ils ont en premier lieu cohabité avec les Hutus et les Tutsis. Il y avait aussi une très grande partie des Hundé, les Hundé d'ailleurs qui sont apparentés aux Kumu parce que ce sont nos oncles, traditionnellement les Hundé sont nos oncles. Donc initialement il y avait les Kumu, les Hundé, les Hutus et les Tutsis. Les autres peuplements, les Chi, les Nandé sont venus après que nous avons accueillis. Et aujourd'hui, justement, nous sommes devenus minoritaires sur notre terre. Mais cela fait partie de l'évolution. Les Bakoum, c'est un peuple bantou qui est traditionnellement originaire, qui a émigré vers l'Ouganda. Nous sommes venus de l'Ouganda, précisément dans l'ancien empire du Bunyoro Kitara. Lors des migrations bantoues comme tous les autres peuples, comme les Nandé, les Chi, les Havu, nous nous sommes déplacés, ils ont pris l'itinéraire de l'ouest, Kisangani, Bafouassende, Walikale, Bwito, et enfin nous nous sommes installés ici définitivement. Mais nous avons d'autres cousins, que je peux appeler cousins, qui sont dans les Bafouassende, c'est dans la Chopo, qui sont à Lubutu, dans les Maniema, à Pinga, dans les Walikale. Et enfin, nous nous sommes installés ici. Alors, le volcan Nyiragongo a une histoire particulière avec la population de Bukumu parce que traditionnellement, la population de Bukumu estimait que le dieu résidait dans le volcan Nyiragongo. Parce que le volcan Nyiragongo, les lacs Kivu, ce sont les premières manifestations des forces divines, selon la tradition. Lorsqu'il y a le grondement de cette montagne, lorsqu'il y a le feu qui sort, la population traditionnellement croyait que voilà, c'est une manifestation de la force divine. C'est ainsi que traditionnellement, les Bakoum avaient tendance à donner des offrandes au volcan Nyiragongo pour que les génies ne puissent pas se déchaîner, pour que les esprits des ancêtres, parce que nous estimons que lorsque nous perdons nos êtres chers, leurs esprits résident dans le volcan Nyiragongo et surtout les esprits des anciens rois. C'est ainsi que chaque plus ou moins 25 ans, la population avec à sa tête le Mwami donnait des offrandes au volcan Nyiragongo, en l'occurrence une fille vierge avec une vache. Mais avec les temps, avec les changements de mœurs aussi,
Cela a changé. Bon, il y a presque plus des offrandes qu'on donne parce que voilà, il serait contre la loi d'aller offrir une filière au volcan. Mais ce que je voudrais ajouter que ça c'était pour nous les Bakumu, mais pour le peuple voisin du Rwanda, le territoire de Nyiragongo était l'incarnation du mal, c'est-à-dire les mauvais esprits des Rwandais venaient résider dans les Nyiragongo. Tandis que pour eux, les bons esprits de leurs ancêtres résidaient dans les Karissines. Donc vous voyez que nous avions des conceptions complètement différentes. Pour nous, les Nyiragongo, c'était l'incarnation de la force divine, mais pour eux, c'était l'incarnation de la force du mal à cause des laves qui émergent. La grande population de la ville de Goma et de Bukumu n'a jamais vraiment été une population qui aimait la pêche. Donc nous étions plus tournés vers l'agriculture, vers la chasse aussi. Donc il y avait certains cultes, oui, voués au lac. Il y avait aussi d'autres, mais plus traditionnellement, des cultes voués aux esprits des ancêtres qui résidaient dans les volcans. Il y a eu une mise à jour des coutumes et des mœurs aussi, ce qui est inévitable avec l'avènement du développement, l'avènement des changements des mœurs aussi. Cela a amené à une très grande perturbation de tous les cycles traditionnels et coutumiers qu'il y avait entre la population, le peuple, le vieux sage et tout ce qui est avec comme procédure des cultes pour le vouer au volcan. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas révéler au public, qui sont d'ordre traditionnel et très confidentiel. Mais c'est vrai que nous avons un sérieux problème parce qu'il y a certains rites, il y a certains cultes que nous ne pouvons plus faire parce que, comme le dit la Constitution reconnaît le pouvoir coutumier pourvu que celui-ci ne soit pas contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Donc il y a certaines pratiques coutumières qu'on faisait avant qui gardaient un certain équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts qui ne se font plus. Et malheureusement, ça ne compte pas changer. Il y a une certaine évolution et nous allons devoir faire avec. Avec cette perturbation. C'est pour cela que vous avez vu, normalement il y avait au moins une éruption dans 25 ans, 22 ans, 25 ans, mais maintenant nous avons eu 2 éruptions en moins de 25 ans. C'est en moins de 20 ans même. Ce qui est une très grande préoccupation pour nous qui savons certains secrets vis-à-vis de cette montagne de feu. Et surtout pour la survie de cette population. Vous voyez, il y a maintenant presque 2 millions d'habitants dans la ville de Goma, au pied du volcan Nyiragongo. Cette population originaire d'ici, le Bakumu, qui ne peuvent pas quitter cette terre, qui ne peuvent pas déménager et qui doivent cohabiter avec cette montagne de feu. C'est-à-dire que les colons, lorsqu'il est arrivé, il a voulu marier le pouvoir coutumier et le pouvoir moderne. Ce qui fait qu'il a doté au Mwami le pouvoir politico-administratif que nous avions avant, mais qui maintenant sont régis par la Constitution. Maintenant, la Constitution, de manière pratique, le Mwami est l'administrateur de sa chefferie. Il dépend directement du gouverneur de province, tel que le maire de la ville et du bourgmestre dépendent aussi du gouverneur de la province. Le pouvoir que nous avons de par la Constitution et de par aussi la loi organique portant composition, fonctionnement et organisation des entités territoriales décentralisées, et que nous avons le même pouvoir que les maires des villes. C'est-à-dire ce que font les maires des villes, nous le faisons aussi, nous avons aussi ces mêmes pouvoirs. Nous avons la police à notre disposition, nous avons l'armée à notre disposition, nous veillons à la gestion quotidienne de nos entités, nous veillons à la collecte des fonds, à la collecte des taxes. C'est un pouvoir qui nous a été octroyé par la Constitution. Et ça c'est une casquette, parce que le Mwami a 2 casquettes. Maintenant il y a l'autre casquette, la casquette coutumière, où le Mwami chapeaute la coutume, veille
bon fonctionnement de la population, mais aussi veille à la préservation des sites coutumiers, des sites historiques, et à la préservation aussi de cette partie historique. C'est-à-dire qu'il est l'incarnation vivante de la continuité historique de son entité. Je suis Sabiti Jafar Al-Katanti, coordonnateur de Action pour la Charité, l'Appel et le Développement Islamique, ACADI, une organisation islamique non gouvernementale de charité de droit congolais. Nous sommes ici dans le camp de Lushagala, à côté de la mosquée d'urgence que nous avions construite pour faciliter aux musulmans d'avoir un lieu de culte, parce que toutes les confessions religieuses de ces camps en avaient déjà. Aujourd'hui, les membres d'ACADI sont en train d'exécuter une action. Pour la première fois à ces camps, c'est un genre d'action qu'on fait dans d'autres camps, mais ici c'est la première fois, et c'est la première fois jamais. Donc même avant nous, il n'y a pas eu une autre organisation qui l'a fait. Notre action, c'est de donner le petit-déj aux enfants déplacés. Vous voyez ces enfants congolais qui ont quitté leur village, leur maison, où ils mangeaient de ce que leurs parents récoltaient derrière leur maison. Et dans les camps de déplacés, ils n'ont pas quoi manger. Et parfois, ils passent 2 journées sans manger, ou même toute une journée entière pour ne manger que la nuit. Alors qu'ils n'ont pas été habitués à cette vie. Et comme ils ne partent pas à l'école, c'est un grand fardeau à leurs parents qui n'ont pas quoi nourrir les familles. Alors, ACADI vient d'ajouter ces camps dans les camps que ACADI sert le petit-déj. C'est juste un gobelet de la bouillie et un morceau de pain pour un peu aider l'enfant à bien passer sa journée, et jusqu'à ce que sa maman ou son papa va lui faire quoi manger au soir. Et là, ce sont les membres d'ACADI, tous bénévoles, hein. Il n'y a personne qui a un salaire. Les membres d'ACADI qui sont en train eux-mêmes de préparer la bouillie, et eux-mêmes, ou alors nous-mêmes, allons aussi participer dans la distribution, et on va manger, s'amuser avec les enfants, un peu pour leur faire oublier aussi la guerre, pour leur faire oublier cette misère dans laquelle ils sont en train de vivre ici dans les camps. Ils sont des millions de déplacés au Nord Kivu, des Congolais qui avaient un statut social, une profession, des projets, le tout emporté par l'avancée du M23 et des troupes rwandaises qui les ont poussés à fuir leur ancienne vie. Ici, nous avons un père de famille originaire de la ville de Sake. Il explique qu'il y exerçait en tant que guérisseur, une sorte de pharmacien traditionnel. Il est passé de figure importante de sa communauté à l'anonymat dans les camps où il manque d'absolument tout. Il insiste sur la faim qui règne absolument partout et sur l'aide qui reste insuffisante. Cette mère de famille explique elle aussi que la faim rend la vie difficile, surtout avec des enfants en bas âge. Elle aussi espère recevoir davantage d'aide humanitaire. Là, on est à la fin de l'activité du jour. Comme que vous voyez, on a quand même eu la chance, même ceux qui sont admis à l'école, ils ont quitté l'école pour venir bénéficier aussi du petit-déj. C'est bien pour nous, mais ça n'est pas assez. Ces enfants, ils ne sont jamais satisfaits, parce qu'un petit morceau de pain et un gobelet de la bouillie ne peut pas leur satisfaire, parce que chez eux, dans leur village, ils mangeaient très bien, parfois 5-6 fois le jour. Malheureusement, ce qui me fait très mal, c'est cet esprit de ne pas pouvoir. Pas pouvoir veut dire que je n'ai pas assez de moyens, ACADI n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de tous ces enfants, de tous ces Congolais adultes et enfants déplacés qui sont dans des camps de déplacés. Encore, il faut savoir que ce n'est pas un seul camp. La situation
sécuritaire étant médiocre au pays, à l'est de la RDC, a fait que Goma compte des centaines de camps de déplacés comme ça. Et ces camps, ils ne sont pas paisibles pour se déplacer. Ce camp a déjà été bombardé, sans faire de victimes. Mais un autre camp juste à côté, à quelques centaines de mètres de ce camp, a été bombardé et on a compté une trentaine de citoyens congolais inoffensifs qui ne doivent rien à personne, qui ont été tués suite au bombardement des rebelles du M23 et leur allié le Rwanda. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Personne n'a le droit de vivre comme ça. Personne ne devrait avoir cette vie. Étant chez lui, le Congolais, il a une mauvaise vie, vivant dans, regardez vous-même l'environnement dans lequel ces enfants grandissent. Donc demain, c'est quel Congolais qu'on est en train de créer. Alors nous, à Kadi, bien que notre objectif principal n'est pas seulement le déplacer, mais on s'est quand même donné, avec le peu que nous avons, nos contributions à nous, dans nos salaires, dans ce que nous gagnons, et aussi avec l'appui de nos partenaires, pour que l'on apporte quand même une pierre à cet édifice de la réponse, pour un peu proposer la réponse à ces problèmes que nos frères font face. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, c'est peut-être moi et toi, on ne sait pas. Et ça ne doit pas continuer. Il est aujourd'hui temps que tout le monde dise assez. Assez à tout ce qui se fait au Congo. Assez à cette vie que les Congolais mènent. Assez aux attaques que le Rwanda fait au Congo. Assez à l'implication de la communauté internationale qui garde un silence complice à ce qui se passe au Congo. Il est grand temps que l'on dise assez. Au cimetière du Génocauste. Le Génocauste, c'est les génocides économiques auxquels le peuple congolais est en train de périr juste parce que le voisin Rwanda envie les richesses congolaises et les Congolais en sont victimes. Depuis 1996, le Rwanda joue un rôle majeur dans la déstabilisation de l'Est du Congo. Il a soutenu toute une série de rébellions identitaires jusqu'à participer militairement au soulèvement du M23 que le Congo connaît actuellement. Ici, ce sont les premières victimes, pas vraiment les premières victimes de l'agression, mais les premières à être enterrées ici. Ce sont les 35 personnes déplacées de guerre qui avaient été tuées dans le camp de 8e CEPAC Kimashini lors des bombardements de l'armée rwandaise et du M23. Mais un peu plus loin là-bas derrière, il y a 200 tombes d'autres Congolais qui ont toujours été victimes de la barbarie du M23 et du Rwanda, qui ont été enterrés il y a une semaine ou la semaine dernière. Et il y a encore, on apprend qu'il y a encore déjà d'autres morts dans des morgues à Goma, parce que maintenant le gouvernement congolais veut que chaque fois qu'il y a des morts dues à la barbarie de cette guerre qui nous a été imposée, que ces gens soient enterrés ici pour que l'histoire retienne ce qui était arrivé à nos compatriotes. Alors qu'elle représente une part non négligeable de la population du Nord Kivu, la communauté musulmane s'est toujours mobilisée et continue à le faire face à la situation sécuritaire dans la province. Je vous précise que nous, à notre charge, nous prenons la charge de faire très bien la prédication. Et cette prédication se focalise notamment toujours dans la conscientisation de la paix au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous prêchons ou nous promulguons, c'est rien que la paix qui peut nous amener dans la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Ensuite, et que nous recommandons aux autorités de bien accompagner
les chefs leaders des confessions religieuses. Pas seulement notre communauté musulmane, et aussi les non-musulmans. Vraiment, c'est qu'on peut préciser, pour nous les musulmans de la province du Nord Kivu, ça nous fait mal quand on sent réellement que le fidèle musulman, nos fidèles musulmans à nous, de Massissi, quittent Massissi pour Goma par rapport à la situation actuelle de la guerre que connaît notre République démocratique du Congo, précisément à l'est de la République. Pour nous, les musulmans de la ville de Goma, à chaque moment, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous essayons d'aller leur visiter au niveau des camps, mais ça nous fait mal parce que là, c'est le fief de l'islam au Nord Kivu et que à Sake, il y a beaucoup de musulmans qui se sont déplacés de Sake vers les camps de réfugiés. Il est trop réducteur d'expliquer cette guerre par la seule convoitise rwandaise des minerais congolais. Les failles sont aussi bien intérieures qu'extérieures, et les enjeux sont tels que ce conflit est l'un des plus complexes au monde. Mais ce qui nous a frappé, c'est la résilience de la population de Goma et le courage incroyable de ces jeunes qui portent à bout de bras l'espoir d'un pays qu'ils refusent de voir sombrer. La réalisation de ce documentaire a été possible grâce aux dons que nous avons reçus en soutien de nos travaux. Pour nous permettre de continuer à travailler sur de nouveaux thèmes, soutenez-nous en faisant un don via tous les moyens à disposition comme DonorBox, PayPal ou par virement bancaire, dont les références apparaissent en description de cette vidéo.